Bonjour, X-Wing 2.0 aujourd'hui. Bon, la dernière fois que j'avais dit que j'allais faire un tournoi de X-Wing, j'avais dû décommander à la dernière minute. On va dire que cette fois sera la bonne, hein. Mais ce premier tournoi ne sera pas tout à fait comme les autres, car il y a une règle spéciale pour la composition des listes, révélée relativement tardivement d'ailleurs. Quelle que soit la faction jouée, ce qui au passage peut inclure la résistance et le premier ordre dont le kit de conversion arrive tout juste, il était impératif sur les 200 points de la liste d'aligner un vaisseau à gros socle représentant au moins 100 points d'escadron, avec une petite dérogation 95 dans le cas d'une navette lambda. Je ne m'y attendais pas à celle-là. Il faut dire que le méta actuel ne semble pas très favorable au gros socle, alors c'est l'occasion de sortir les mammouths en tournoi. Maintenant, cette règle est peut-être un peu plus handicapante pour l'Empire Galactique, qui est, comme vous le savez, le camp de la justice et du bon droit. Cette faction ne dispose que de 2 gros socles et, honnêtement, une lambda à 95 points, je n'arrive pas du tout à y croire. C'est théoriquement possible, mais... Du coup, pour l'Empire, les choix sont d'autant plus limités. Autant dire qu'ils se limitent au décimateur, ce qui n'est pas vraiment un choix. Maintenant, on peut certes utiliser ce vaisseau dans des combinaisons différentes, un peu différentes. Or, après quelques hésitations initiales, je me suis dit que c'était l'occasion de tenter une nouvelle liste basée sur l'amiral Sloane, dont j'avais déjà donné des exemples dans de précédents articles et vidéos qui allaient avec. Avec un décimateur à plus de 100 points, ce qui exclut la lambda de son rôle traditionnel de vaisseau de soutien, il est impossible de jouer une nuée classique, et notamment avec Howlrunner pour chef d'escadrille. Mais il y a bien la place d'aligner 4 chasseurs taille de base, 4 pilotes de l'académie. Dans une configuration de tournoi tendant a priori à favoriser les listes avec peu de vaisseaux, car au moins un très gros, j'ai supposé qu'aligner pour ma part 5 appareils pourrait produire des choses intéressantes, d'autant que l'amiral Sloane était là pour rendre la tâche de nettoyer les petits moustiques passablement dangereuse. C'est un pari qui va peut-être s'avérer foireux, et peut-être vais-je hériter quand même de la cuillère de bois, mais ça m'avait l'air amusant et potentiellement redoutable entre de bonnes mains. De toute façon, il fallait tester la chose. Or, le camarade Albu participera également à ce tournoi et avait donc réfléchi à des combos rebelles, obéissant à cette règle du gros socle à 100 points, ce qui à vrai dire ne le mettait pas exactement en joie, mais il vous l'expliquera lui-même un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, nous avons joué en tout 4 parties d'entraînement, avec 2 compos différentes chacun. Si les miennes s'en tenaient donc au même principe, décimateur plus 4 chasseurs taille, les compos d'Albu étaient plus variés. La question cruciale de mon côté était donc le choix du pilote du décimateur. 2 options se présentaient à moi, qui incitaient à des tactiques éventuellement très différentes. Je pouvais sortir le Big Boss, soit le vice-amiral Shirano, ou bien faire mumuse avec le plus fun capitaine Oikun. Dans un premier temps, j'ai privilégié l'option Shirano, alors que je suis davantage porté à jouer Oikun de manière générale. Une histoire de naturel chassé a fait qu'en définitive je suis revenu à ce bon vieux capitaine qui goûte les collisions avec l'adversaire. Mais commençons donc par la liste incluant en guise de pilote du décimateur VT-49 le vice-amiral Shirano, 88 points d'escadron. Shirano a pour capacité unique, quand il effectue une attaque, et si sa cible se trouve dans l'arc où le décimateur est renforcé, de permettre de changer un résultat concentration en un résultat critique, ce qui est bien. Maintenant, dans cette affaire, j'avais tendance à croire qu'un atout non négligeable de Shirano résidait dans son initiative de 5, surtout quand à côté j'alignais 4 vaisseaux avec une initiative de 1 seulement. Dès lors, je lui attribuais le talent qu'en d'autres circonstances j'aurais plus naturellement confié à, mettons, au hasard, un Howlrunner, à savoir tactique de nuée, 3 points d'escadron. Au début de la phase d'engagement, je peux choisir un vaisseau allié à portée 1 et lui conférer jusqu'à la fin du tour l'initiative de Shirano, à savoir 5. À noter, la tactique de nuée est du coup dans cette liste la principale raison de voler en formation, le champ d'action de Sloane étant bien plus étendu. Mais justement, j'y arrive, la raison d'être de cette liste résidait donc dans la possibilité d'embarquer en équipage l'amiral Sloane, 10 points d'escadron. Quand un vaisseau allié à portée 0 à 3 est détruit en défendant contre un vaisseau ennemi, ce vaisseau gagne 2 marqueurs de stress. En outre, chacun de mes vaisseaux à portée 0 à 3 du décimateur peut relancer un dé d'attaque quand il s'en prend à un vaisseau stressé. J'aime beaucoup, il y a un côté plus tu tapes, plus je te tape, hein, ce qui me parle bien, et qui est assez premier ordre, non? Et ça se combine en même temps avec une fort sympathique option de contrôle des manœuvres et actions de l'adversaire. Au point éventuellement du dilemme, le fait pour mon adversaire de me sortir un petit taille de rien du tout peut en effet se retourner sévèrement contre lui. Alors est-il sûr de vouloir me fumer ce petit moustique là précisément et là maintenant?
Au passage, j'ai donc tout intérêt à ce que mon adversaire soit stressé, en même temps que je veux éviter les petits dégâts à la con sur mes tailles. Forcément, le choix des obstacles se fait en conséquence et je privilégie systématiquement les débris plutôt que les astéroïdes. Me restait à dépenser 7 points d'escadron et je n'ai pas hésité longtemps. Un deuxième équipage donc qui est la ministre Tua, 7 points d'escadron. Au début de la phase d'engagement, si je suis endommagé, c'est-à-dire si j'ai pris des dégâts de coque, je peux faire une action de renforcement rouge. Or, le renforcement est crucial à 2 titres dans cette liste. D'une part, si le décimateur est certes un gros machin, avec à la base 12 points de coque et 4 boucliers, il a un score de 0 en agilité. Le tombé n'a rien d'impossible si on ne prend pas soin de le renforcer judicieusement. Mais avec Shirano aux commandes, le renforcement présente également l'avantage de lui permettre de profiter de ses capacités spéciales et donc de taper plus lourd. Le décimateur ainsi équipé représente 108 points d'escadron. Ne reste plus que les piou-piou et pour le coup ça va aller vite. 4 chasseurs taille LN qui sont 4 pilotes de l'académie à poil. Chacun de ces vaisseaux coûte 23 points d'escadron. Je ne vous en prends rien, c'est le vaisseau le moins cher du jeu. Ou autre manière de le dire, c'est la base gros. Et ensemble, ils représentent donc 92 points d'escadron. Ce qui nous fait en tout une liste à 200 points d'escadron tout rond. En voici le résumé avec le lien permettant de visualiser cette liste dans le générateur d'escadron officiel. Vous trouverez ça sur l'article du blog. Décimateur VT-49, vice-amiral Shirano, 108 points. Vice-amiral Shirano, conseiller de l'amiral Piet, 88. Tactique de nuée 3, amiral Sloan, 10. Ministre Tua, 7. Ensuite, chasseur taille LN, pilote de l'académie, 23 points. Pilote de l'académie, 23 points. Vous multipliez ça par 4. Total, 200 sur 200. En face, le camarade d'Albus jouait donc une compo rebelle, avec comme pièce centrale dans la première de nos parties test, un YT 2400. Mais pas d'Ashrandar comme dans cette partie il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, au cours de laquelle j'ai découvert qu'on pouvait subir des attaques à 7 dés rouges, juste pas très longtemps. Non, c'était l'heure de sortir Libo et de lui adjoindre 2 vaisseaux parce que, pour faire une autre combo de gros porcasses, pardon. Nous avons donc tout d'abord un cargo léger YT 2400 qui est piloté par le droïde Libo, 98 points d'escadron, ah oui quand même. Libo étant un droïde à une action de calcul en lieu et place de l'action de concentration, et sa capacité spéciale joue avec. Après avoir défendu ou effectué une attaque, s'il a dépensé un marqueur de calcul, eh bien il gagne un marqueur de calcul. Saleté. À noter cependant, exceptionnellement, la capacité générique du YT 2400, angle mort des senseurs, lui est défavorable. Tant qu'il effectue une attaque principale à portée 0 à 1, non seulement il n'applique pas le bonus de portée, mais en outre il jette un dé rouge de moins, la compensation pour son 4 rouge natif qui fait bien mal. L'idée pour l'adversaire est donc de coller au cul du YT 2400, ce qui lui interdit de faire ses attaques annonces dans la Dropu. En guise d'équipage, Libo embarque l'unique C3PO, 12 points d'escadron. Celui-ci donne l'action de calcul, mais Libo l'a déjà, et a plusieurs effets. Déjà, quand le vaisseau fait une action de calcul, il gagne un marqueur de calcul supplémentaire. Ensuite, C3PO permet de faire un petit pari chelou quand Libo défend. Avant de jeter les dés verts, Albu peut dépenser un marqueur de calcul, éventuellement récurrent avec Libo, et dire à voix haute un nombre supérieur ou égal à 1. Dans ce cas, et s'il obtient exactement cette quantité de résultat évasion, il peut ajouter un résultat évasion. En fait de pari, cela peut donc être une garantie. Mais le gros salopio du vaisseau est probablement son artilleur qui n'est autre que le seul, l'unique Han Solo, 12 points d'escadron. Pendant l'engagement, à l'initiative 7, il peut effectuer une attaque de tourelle, en l'espèce l'arme principale du YT 2400, mais il ne peut pas effectuer d'autres attaques avec cette tourelle dans ce round. Le truc, c'est que cette capacité combotte bizarrement avec le deuxième vaisseau de cette liste, d'une manière que je ne comprends pas très bien, mais qui semble officialisée. D'ici là, cependant, on additionne, ce YT 2400 ainsi équipé représente en tout 122 points d'escadron. Et nous passons donc au 10e vaisseau et à sa vilaine combo. Il s'agit d'un cargo léger HW4 290, ou Hawk pour les intimes, qui est piloté par Hawk Garnet, 38 points d'escadron. Ce dernier, au début de la phase d'engagement, peut choisir un vaisseau situé dans son arc de tir, à noter le Hawk comme le YT 2400 a une tourelle d'arme principale, et dans ce cas, le dit vaisseau s'engage à l'initiative 7 au lieu de le faire à sa valeur d'initiative standard. Et là, il faut donc faire intervenir l'attaque de Han Solo, qui est une attaque bonus à initiative 7, ce qui permet à Libo de faire 2 attaques à initiative 7. Bon sang. Autrement, ce Hawk bénéficie du titre Moldy Crow, 12 points. Il y gagne une arme principale, autre que sa tourelle, dans l'arc de tir avant, avec une valeur de 3 contre 2 pour la tourelle. En outre, pendant la phase de dénouement, il ne retire pas jusqu'à 2 marqueurs de concentration.
Ce HWK 290 ainsi équipé représente en tout 50 points d'escadron tout rond. Reste un dernier vaisseau, et là ça ira vite. Il s'agit d'un chasseur taille Allen volé à l'Empire, chien de rebelle, et piloté par Sabine Wren, 28 points d'escadron. La dite Sabine, avant son activation, peut effectuer une action de tonneau ou d'accélération. Pas d'amélioration supplémentaire, nous disions donc 28 points d'escadron. Ce qui nous fait en tout une liste à 200 points d'escadron tout rond. Voici le résumé. Cargo léger YT 2400, Libo 122. Libo, Dry-Rated Droid 98, C3PO 12, Han Solo 12. Chasseur taille Allen Sabine Wren 28, Sabine Wren Spectre 5 28. Cargo léger HWK 290, Rogue Garnet 50, Rogue Garnet contrebandier au grand cœur 38, Moldy Crow 12. Total 200 sur 200. La première partie ayant opposé ces deux listes, et la seule, Albu ayant ensuite changé de compo, remonte à quelque temps maintenant. Il m'avait été impossible d'en faire un compte-rendu plus tôt. Aussi mes souvenirs sont-ils un peu flous et ne suis-je pas en mesure de faire un rapport de bataille très précis. Je me souviens cependant que j'ai très vite appris à redouter les doubles attaques à initiative 7 de Libo, qui ne me permettait par ailleurs pas de profiter pleinement de la tactique de nuée associée à Shirano. Le YT 2400 était en mesure de me sortir un voire deux chasseurs par tour. Cependant, cela ne s'est pas produit aussi facilement et j'ai pu approcher suffisamment aussi bien mon décimateur que mes tailles, dans l'espoir de réduire la violence des attaques de Libo. Surtout, je pouvais ainsi m'en prendre aux autres vaisseaux d'Albu, et sortir Rogue Garnet a été peu prou fatal à sa liste en anéantissant cette possibilité de double attaque. J'ai été surpris au passage de constater que le HWK 290 était assez fragile en fait. Je ne l'avais jamais joué et n'avais que rarement joué contre lui. Cela reste un bon vaisseau, cela dit. J'ai aussi fait dégager du tapis Sabine, qui ne s'est pas du tout montré utile lors de cette partie. Au dernier tour, Albu m'avait certes fumé 3 tailles, mais au point, même de peu, la victoire me revenait, 78 à 69. Le YT 2400 et le décimateur étaient presque intacts. Si j'ai noté quelques trucs sur la tactique à opposer au YT 2400, coller au vaisseau, dézinguer aussitôt que possible Rogue Garnet, je dois confesser ne pas avoir tiré beaucoup de leçons de cette partie. Les suivantes allaient s'avérer plus déterminantes, qui allait opposer tout d'abord et à deux reprises ma liste Shirano à une nouvelle liste rebelle d'Albu. La deuxième compo rebelle d'Albu s'est avérée très différente de la précédente, mais je vais le laisser lui-même vous expliquer tout ça. Alors, sur le blog, dans l'article, vous trouverez un texte rédigé par Albu à la première personne, que j'ai reproduit tel quel. Dans le cadre de cette vidéo, je me sens mal d'employer le jeu pour quelqu'un d'autre, donc je vais un petit peu paraphraser ce qu'il avait dit. Le tournoi donc se faisait en format étendu pour une liste à 200 points, en précisant comme règle spécifique d'attribuer 100 points à un vaisseau sur gros socle, et ce dernier point n'enchantait guère Albu. Il y ajoutait quelques préférences supplémentaires. Déjà, il voulait jouer rebelle, c'est la faction dont l'identité lui parlait le plus, avec celle de son successeur, la Résistance. Il a beaucoup joué les rebelles en V1, je le confirme, pour cette raison et pas nécessairement parce que c'était fort, et il ne voulait pas abandonner le navire en V2 parce que les rebelles seraient prétendument à la ramasse. On y reviendra plus loin. Il trouve que ça aurait quelque chose d'hypocrite quelque part, même si c'est une rôle de considération quand on parle d'un jeu avec des figurines en plastique. Par ailleurs, il ne voulait pas jouer Dash Rourke. Ça fait quelques résultats sympas à quelques tournois à travers le monde, c'est peu dire. Et balancer deux pleines poignées de dés à initiative 7, ça fait son effet, mais c'est une liste qui a un talon d'Achille qui, pour être évident pour une population tournoyeur occasionnelle, il l'a déjà joué et n'a pas trouvé l'expérience si plaisante que ça. Et si possible, il voulait jouer avec 3 vaisseaux. Donc, quels étaient d'abord les candidats pour le gros socle? Pour lui, le choix se portait sur 3 options, on va dire. Il y avait donc Libo sur le YT 2400, Han ou Lando sur le YT 1300, ou la grosse bouse de l'espace, le Ghost. Libo bardé de ses améliorations préférées avoisine dans les 130 points, ce qui rend compliqué la mise en place d'une liste à 3 vaisseaux. Et comme il n'aime pas jouer avec seulement 2 vaisseaux, région qui lui fait aussi écarter Dash, il dit next. Mais vous voyez tout de même la partie que nous avions livrée juste avant. Des 2 pilotes de YT 1300, il préfère Lando. Une action supplémentaire, ça ne se refuse pas. Et il préfère faire de sa Millennium Galette un vaisseau de soutien, tant pis pour l'initiative de 6 et les relances. Le Ghost, pour lui, tellement un étron cosmique que ça se passe de commentaires. Donc, voilà la liste qu'il a jouée avec d'autres vaisseaux qui ont fait leur preuve aux yeux d'Albu. On va commencer par le plus gros, oui, on va dire. Cargo léger YT 1300 modifié Lando Calrissian, 106 points. Lando Calrissian, général de l'Alliance 92, tactique de nuée 3, Millennium 5, Faucon Millennium 6.
X-Wing T65, Tain Kirel 51, Tain Kirel Corona 4 48, insaisissable 3, servomoteur S-Foils 0. Y-Wing BTL A4, bombardier de l'escadron gris 43 points, bombardier de l'escadron gris 32, torpille à proton 9, astromech R4 2, total 200 sur 200. Pour développer un peu. Le Y-Wing est un porteur de protorpe low cost fiable, s'il ne fait pas rêver. Sa VP de 2, son initiative de 2, est compensée par la tactique de nuée sur Lando et par le fait que ce dernier lui donnera une action supplémentaire lors de son activation pour une acquisition de cible à l'initiative de 5. Idéalement, il devrait tirer full booster ses protorpes. L'astromech R4 c'est pas cher et ça allège un peu de ce sentiment d'essayer de faire voler un fer à repasser. Lando se voit donc équipé de tactiques de nuée et on le garde aussi près que possible de la limite de 100 points pour garder de la place pour 2 équipiers en ne lui rajoutant que Faucon Millennium. On ne veut pas le voir flamber autour d'eux. Ah, et on paye ce que Albu appelle la taxe de 5 points et d'un emplacement d'équipage en invitant Niandumb qui rend bleu les virages sur l'aile. Ceci afin de rendre la capacité de Lando un peu plus utilisable, celle-ci étant de donner une action à portée 0 à 3 après avoir entièrement effectué une manœuvre bleue. En passant, selon les mots d'Albu, cette combo ressemble vachement à du game design de Feignas ou à pas de game design du tout. Enfin, Tain est là pour infliger des cartes de dégâts retournés, ce qui semble adapté à Albu dans le contexte où l'on verra de nombreux gros socles avec leur tétrachier de points de blindage. Il reste alors 3 points, Tain a droit à un saisissable pour l'aider à ne pas prendre trop vite la mort. Albu regarde sa liste, il pense avoir du plaisir à la piloter, et il ne regrette pas de laisser le YT 2400 sur l'étagère. Il aime et il a l'habitude de jouer le Y-Wing et le X-Wing, et si cette liste à ses yeux ne ressemble probablement pas à une liste de tournoi, il pense qu'il devrait pouvoir produire un pilotage digne, lui permettant de ne pas se ridiculiser. Mais il y avait un petit astérisque plus haut sur les rebelles qui seraient ou pas à la ramasse. Tribune d'Albu. Alors attention, tout ça n'engage que lui. Pour lui, oui, les rebelles en V2 sont à la ramasse. Dans un jeu où il est relativement bon marché de jouer plusieurs factions, il faudrait pour lui être vraiment bêtement attaché aux rebelles comme il l'est pour avoir envie de les jouer. Alors, tout n'est pas à jeter, il reste très possible de réussir. Mais contraint ici par les termes du tournoi, ça devient plus compliqué, et pour jouer une liste dans le même esprit que celle qu'il vient de décrire, il a la possibilité de sortir chez les Impériaux, liste que je ne vais pas reproduire ici, vous la trouverez dans l'article, qui combine un décimateur VT-49, la vice-amiral Chirano, un bombardier taille SA, un scimitar squadron pilot, et un taille CA Punisher Deathrain. Et ouais, voilà, bon, sans rentrer dans les détails, ça fait quand même davantage peur que la liste rebelle qui vient de présenter. Avec une économie d'action supérieure, plus de points de vie et l'accès aux bombes avec simulateur de trajectoire sur un vaisseau. Bleh. Et il dit pas ça parce que il va se faire arracher la tête 3 fois d'affilée. Conclusion, eh bien, en fait, s'il a le kit de conversion dans les temps, il n'est pas impossible, voire probable, qu'il saute dans un cockpit de la résistance pour affronter ses adversaires de la galaxie Synthèse. Et sinon, advienne que pourrave, tiens, c'est pas mal ça, advienne que pourrave, à bord du Millennium Falcon en compagnie de Lando et Indian le Parasite. Allez, baston, et avec quelques photos cette fois. Lors de la première partie opposant Chirano à Lando, un truc bizarre s'est produit. Nous avons en gros joué dans un couloir, représentant au mieux un tiers du tapis. Il suffisait d'aller tout droit. La double tourelle du décimateur s'est avérée ici très pratique. Quant aux tailles, il pouvait se permettre des virages coyocrans pour rester dans la bataille. Cependant, j'avais un souci. Albu avait l'initiative, ce qui rendait Chirano moins puissant, outre que sa tactique de nuée ne produisait aucun effet, puisque les 3 vaisseaux d'Albu attaquaient avant moi, le Y-Wing bénéficiant en principe de la tactique de nuée de Lando. Pourtant, les événements ont tourné à ma faveur. Lando a beaucoup souffert à cause de mes attaques, c'est le détail comme du décimateur. Pour le coup, je me suis clairement concentré sur lui et ai pu prendre en compte combien que, même avec Niandum à bord du YT-1300, ou dans une moindre mesure l'astromech R4 sur le Y-Wing, le stress avait clairement un impact sur les manœuvres et je pouvais en profiter. De fait, Lando constituait une proie idéale et je lui ai fait très mal. En définitive, alors qu'il ne lui restait plus qu'un point de coque, Albu a tenté une manœuvre audacieuse qu'il était un peu trop. Il apparaissait clairement que le Faucon Millennium serait contraint de sortir du tapis de jeu au tour suivant. Arf. Aussi ai-je pu me retourner, un peu tardivement certes, sur le X-Wing et le Y-Wing,
Je crois avoir sorti la moitié d'un d'entre eux, probablement le bombardier d'escadron gris, mais sans grande certitude. De mon côté, deux tailles avaient explosé, je crois qu'Albu avait sorti la moitié de mon décimateur. Cependant, la perte de Lando coûtait bien plus de points d'escadron. Victoire impériale. Le déploiement lors de la deuxième partie était très différent. J'avais l'initiative et tout indiquait cette fois que nous allions jouer au centre, ce qui me parlait pas mal parce qu'il s'y trouvait des débris. J'avais placé tous mes vaisseaux dans un coin du tapis de jeu et Albu, son YT-1300 ainsi que son Y-Wing dans le coin opposé. En revanche, Tankerel se trouvait tout seul vers le milieu du tapis. Cette configuration m'a incité à me déployer plus largement, en veillant tout de même à rester à portée 0,3 de Sloan, mais ça laisse une bonne marge, pour contraindre les vaisseaux d'Albu à des collisions en série vers le milieu du tapis. Les vaisseaux d'Albu, bon, clairement, Lando et le bombardier d'escadron gris. Albu menait une manœuvre de contournement avec Tenkiral, mais j'ai choisi de l'ignorer. Et, de fait, gros bordel il y a eu au milieu du tapis. Ceci étant, lors de cette confrontation, peu de vaisseaux sont sortis. En fait, sauf erreur, aucun des miens et seulement le Y-Wing d'Albu. Mais cela suffisait avec les dégâts subis par Lando pour me conférer à nouveau la victoire, et ce même si Chirano a poussé un soupir de soulagement quand l'horloge a sonné. Bon, après 3 parties et autant de victoires, je pouvais en conclure que ma liste tournait pas mal. Pourtant, il y avait quelques points qui me laissaient insatisfait. Notamment, j'ai pu constater 2 choses. Tout d'abord, mon décimateur gênait bien plus les mouvements d'Albu qu'il ne faisait de gros dégâts avec la capacité spéciale de Chirano. Ensuite, mais c'était lié, il m'était difficile de faire des renforcements systématiques, même avec la ministre Tua, du fait du stress ou des collisions. La configuration des parties m'a fait comprendre que le titre d'Antlès serait à cet égard probablement plus efficace que cet équipage, même si le problème du stress demeurait. La suite coulait de source, tant qu'à faire, autant jouer un bon vieil Oikun Bump, même si l'on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Or cela impliqua de revoir complètement le build de mon décimateur et en conséquence la tactique qui allait avec. Bon, faisons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, en guise de pilote du décimateur VT-49, j'ai donc remplacé le vice-amiral Chirano par le capitaine Oikun, 84 points d'escadron. Celui-ci peut effectuer ses attaques principales à portée 0, donc quand il entre en collision ou se fait bumper. La tactique de nuée n'est dès lors plus de mise, Oikun ayant une initiative de 3. Qu'importe, il peut prendre à la place en toute logique le talent intimidation, 3 points d'escadron. Ainsi, tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend, il lance un dé vert de moins, raison de plus pour bumper. Le troisième élément pro-bump de la liste est donc le titre Dauntless, 6 points, après avoir partiellement effectué une manœuvre, traduction après être entré en collision, le décimateur peut faire une action blanche en la considérant comme rouge, au hasard un renforcement, voyez plus haut. Voilà pour l'approche bump du capitaine Oikun. Il va de soi qu'il emporte dans son équipage l'amiral Sloan, 10 points d'escadron, puisque Chirano ou Oikun, elle demeure le véritable cœur de la compo. Mais il me restait 5 points d'escadron à dépenser et je ne savais pas vraiment qu'en faire. J'excluais un bid avec des initiatives de 1 et de 3 au mieux, ça n'avait pas de sens. C'est le camarade Albu qui m'a fait les suggestions suivantes. Tout d'abord, un deuxième membre d'équipage qui est un officier tactique, 2 points d'escadron. Il rend blanche l'action de coordination rouge du décimateur. Ça ne servirait pas toujours, d'autant que le renforcement était un choix plus probable de manière générale, mais en une occasion cruciale, cela pourrait faire la différence. Restait 3 points. Va pour des boucliers améliorés, 3 points d'escadron en raison de la défense de 0 du décimateur. Un bouclier de plus, soit 5 au lieu de 4, là encore, cela peut faire la différence. Y compris pour le seuil d'acquisition des points, là je suis pas sûr de moi. En tout cas, ce décimateur, comme celui de Chirano, représente en tout 108 points d'escadron. La suite n'appelle pas d'autres développements. On retrouve les 4 chasseurs Tyelen qui sont 4 pilotes de l'académie à poil, 23 points chacun, 92 en tout. La liste en résumé, chasseur Tyelen, pilote de l'académie 23, pilote de l'académie 23, vous multipliez ça par 4. Décimateur VT49, capitaine Oikun 108, capitaine Oikun, tacticien inspiré 84, intimidation 3, officier tactique 2, amiral Sloan 10, bouclier amélioré 3, Dauntless 6, total 200 sur 200. Il s'agissait donc de tester tout cela. La détermination de l'initiative n'avait pas vraiment d'importance, et nous nous sommes disposés à jouer au centre du tapis, même si Albu là encore a un peu excentré Senkirel dans l'espoir de me contourner et prendre un revers, ce qui n'a pas été plus payant que lors de la partie précédente. Tout m'incitait dès lors à jouer la collision avec mes tailles et avec mon décimateur, même si j'ai pu constater les limites du titre Dauntless. Cela dit, même ainsi, je crois qu'il a mieux fonctionné que la ministre Tua. Sinon, la faculté d'Oikun et de manière peut-être plus décisive, le talent intimidation, ont eu leurs occasions de se montrer utiles. Ceci dans une partie où je me suis focalisé sur Lando,
parvenant enfin à le faire dégager du tapis de jeu. L'affrontement entre les deux gros vaisseaux pouvait paraître serré, et Oikun ne faisait pas le malin en fin de partie, même avec son bouclier supplémentaire, mais en définitive avec le soutien des tailles dont pas un n'est sorti, nouvelle victoire impériale. Bon, le bilan de ces parties test a été plutôt favorable, j'imagine. 4 parties, 4 victoires. Aucune victoire éclatante, mais que des victoires quand même. Ces listes sont donc a priori capables de se défendre, et elles sont fun à jouer, ce qui est crucial, bordel. Maintenant, même si j'ai longtemps hésité, je crois que je vais privilégier la variation Oikun pour le tournoi à venir, probablement plus efficace, indéniablement plus fun que la variation Shirano. Et on verra bien ce que ça donnera. Mes ambitions sont limitées, j'aimerais juste éviter la cuillère de bois. Bon, je vous tiendrai au jus.